Aujourd'hui, on se rend compte que l'imaginaire dominant, c'est quelque chose qui a été uniformisé. Je le vois un peu comme un champ de monoculture de blé qui ne laisse plus aucune place à la biodiversité. Oui, donc l'imaginaire, c'est vraiment ce qui façonne notre vision du monde. C'est un peu le sol qui va nous permettre d'habiter le réel. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'imaginaire dominant, c'est quelque chose qui a été uniformisé. Je le vois un peu comme un champ de monoculture de blé qui ne laisse plus aucune place à la biodiversité. Et aujourd'hui, ce grand imaginaire, il prend forme dans plusieurs récits, que ce soit la compétition, l'individualisme, l'expansion, l'accroissement, la technoscience. Et c'est difficile aujourd'hui de penser en dehors du cadre dominant. Et quand on regarde les fictions qui sont futuristes, on se rend compte que la plupart d'entre elles sont des fictions qui représentent des dystopies. Vous pensez à Mad Max, Blade Runner, Ready Player One. Ces fictions représentent des dystopies, des mondes dans lesquels l'environnement a été dévasté, des inégalités qui ont été encore plus accentuées. Et le problème avec ces dystopies, c'est que ça va entretenir des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que plus on va croire en quelque chose, plus les chances que cette croyance se matérialise augmentent, et on va adapter nos comportements à cette croyance. Et quand on regarde Elon Musk, par exemple, il était fan des romans de Jules Verne, qui s'intéressait au voyage autour de la Lune. Et aujourd'hui, le gars veut partir sur Mars, donc il y a plusieurs exemples comme ça qui montrent que les fictions peuvent induire des effets dans le monde réel. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir voir au-delà des récits dominants. Et du coup, on a besoin aussi de pouvoir montrer à voir justement ce que pourraient être des mondes plus soutenables, plus vertueux, qui soient à la fois socialement enviables et viables écologiquement. Donc tout l'intérêt justement de pouvoir travailler dans le secteur culturel, mais aussi avec d'autres acteurs pour faire évoluer nos imaginaires. Ce que les résultats de l'étude des récits et des actes nous montrent, c'est que pour une bonne partie du public, ça paralyse l'action. Et le danger de ces récits dystopiques ou du récit de l'effondrement, c'est que ça va noircir l'avenir et que ça inhibe l'action d'une bonne partie des personnes. Et que du coup, au contraire, il faut aussi voir ces enjeux planétaires auxquels on est confronté aujourd'hui comme des opportunités, comme de nouveaux élans potentiels vers lesquels on pourrait aller. Oui, on est dans une société du divertissement qui repose de plus en plus sur l'économie de l'attention. Et dans ce cadre-là, les acteurs culturels ont vraiment une place importante dans le façonnement de nos imaginaires. Ils ont un rôle clé, ils ont une responsabilité par rapport à ça. Aujourd'hui, beaucoup, que ce soit des scénaristes, des producteurs audiovisuels, des podcasteurs, sans se rendre compte, reproduisent un imaginaire dominant. Et du coup, les acteurs culturels, ils peuvent soit choisir de nous divertir et de nous échapper du réel en quelque sorte, ou au contraire, ils peuvent aussi nous permettre d'enrichir le réel, d'approfondir nos rapports au monde, d'enrichir nos relations au vivant. Et par exemple, il y a Nicolas Mérieux, qui est un humoriste engagé, qui est passé d'acteur à agriculteur et qui aujourd'hui suscite des vocations et qui parle de l'écologie de manière beaucoup plus légère et ça donne envie aux gens et c'est un exemple inspirant. Il y a d'autres humoristes aussi comme Walidia ou Verino qui prennent à bras le corps ces thématiques. Oui, il y a aussi du coup tout le secteur des médias, de la communication, les influenceurs et créateurs de contenu qui vont avoir une importance fondamentale dans nos représentations. Donc c'est à eux aussi de choisir de ne pas reproduire le système actuel et de proposer d'autres visions dans leur création. On peut voir que certains influenceurs s'engagent dans des documentaires, par exemple, qui vont faire des explorations en plein air. Et ça, peut-être que ça va donner envie à une partie du public qui les suit de faire de même et d'aller un peu plus au contact de la nature. Et donc, on se rend compte que, justement, ces acteurs-là, ils peuvent avoir un rôle très concret, très inspirant pour nous dans le quotidien. Et du coup, aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement pour les acteurs culturels. Je pense notamment à la Fabrique des Récits qui va accompagner tout le secteur médiatique, de la communication, les artistes,
à s'acculturer à tous ces enjeux. Il y a aussi le festival Atmosphère, par exemple, qui va accompagner des scénaristes dans la création de récits plus souhaitables ou plus réalistes, qui prennent plus en considération les enjeux de notre époque. Il y a tout un tas d'ateliers, que ce soit la fresque des récits, les ateliers futurs proches, qui vont nous permettre de mieux comprendre le rôle des récits et de les mettre en pratique aussi dans notre activité. Oui, donc l'étude des récits et des actes, c'est une étude qualitative sur un groupe de 40 personnes avec des profils variés, sur une durée de 3 mois et qui ont formé une communauté en ligne. Et on s'est intéressé aux manières que pouvait avoir la culture populaire. Donc c'est une culture qui a l'avantage d'être accessible et d'être créée par le plus grand nombre et qui peut se partager via une diversité de formats. Et donc cette étude nous a montré que finalement la culture pouvait vraiment avoir un impact pour sensibiliser les citoyens. On a remarqué qu'il y avait plusieurs éléments qui contribuaient à donner envie d'agir aux gens, que ce soit sur le fond ou sur la forme de l'œuvre. Mais bien sûr, on ne peut pas attendre qu'une œuvre soit l'élément déclencheur pour toute l'humanité. C'est quelque chose qui peut venir éveiller des sensibilités, semer l'envie d'agir. C'est une des propositions d'action qui découle de cette étude. C'est qu'on peut prolonger l'œuvre dans le réel en créant des espaces d'échange avec le public qui a vu le spectacle, le film en question, des ressources pour aller plus loin à la fin d'un livre par exemple, des contenus additionnels sur les réseaux sociaux avec des formats plus courts qui vont nous montrer des actions à faire dans notre quotidien. Et on voit que certains films comme Demain ont suscité vraiment plein de nouvelles carrières dans l'écologie qui ont créé beaucoup de vocations dans ce domaine. En revanche, on se rend compte aussi que il va falloir pouvoir toucher un plus large public et du coup on a aussi besoin de cette culture populaire et de travailler aussi avec des films par exemple de blockbusters, je pense à Avatar, qui vont permettre de toucher un public énorme sur les questions écologiques indirectement. Donc on peut passer par le biais de l'émerveillement et de la féerie, mais pour autant, si on veut que ça s'accompagne et que ça se traduise dans le réel, l'idée, ce serait aussi de pouvoir aller plus loin que ces œuvres et de proposer des pistes d'action complémentaires à l'œuvre. Oui, du coup, dans l'étude, on a proposé plusieurs productions culturelles, que ce soit un podcast, un film, des petits films animés, des vidéos YouTube, des humoristes. Et du coup, en recueillant un peu les réponses et qu'est-ce que ça avait suscité chez les participants, on s'est rendu compte que il y avait des œuvres qui ne donnaient vraiment pas envie d'agir. Quand c'était des tons trop moralisateurs ou trop sombres, ça inhibait une bonne partie du public. Et au contraire, quand on utilisait des formats qui utilisaient plus l'humour, on se rendait compte que ça suscitait plus de joie, d'intérêt, et du coup ça donnait plus envie d'agir aux personnes qui regardaient. On se rend compte qu'il y a des nouveaux récits comme le roman de Jean-Pierre Gou, Siècle bleu, qui a eu beaucoup de résonance en France, qui a montré que c'était possible aussi d'avoir un rapport de force, par rapport aux classes économiques dominantes qui détruisent la biosphère. Donc il y a tout un tas de récits qui sont en germe ou qui sont déjà là, mais qui manquent un peu de visibilité, et l'idée ce serait de les rendre plus visibles et de leur donner de la consistance dans notre vie quotidienne, de sorte à ce que ça ne soit plus des fictions, mais que ça s'ancre dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, quand on parle de nouveaux récits, justement, tout l'enjeu, c'est d'en multiplier pour que chacun puisse se retrouver dans ces histoires, que ce soit un créateur de contenu ou notre scénariste, producteur préféré. En fait, c'est comme ça qu'en diversifiant les approches qu'on va pouvoir permettre à la plupart des personnes de se reconnaître et donc de favoriser l'engagement sur ces questions-là.